Et si on s'intéressait aux résultats de l'IRIC, l'Institut de recherche de relations internationales du Cameroun, qui ont fait couler beaucoup d'encre et de salive cette semaine. Le quotidien Mutation, qui a suivi de près ce dossier, parle de tripatouillage dans la liste des admis au concours dans la filière diplomatie. Ce journal révèle en effet que le ministre de l'Enseignement supérieur a signé une liste le vendredi 27 février. Sauf que 24 heures après, c'est une autre liste qui a été affichée avec des noms qui ont disparu et d'autres qui ont apparu. Mutation estime que ce sont des batailles menées par des pontes du régime qui ont abouti à tout ceci. Le ministre de l'Enseignement supérieur a d'ailleurs réagi, confirmant qu'il y a effectivement eu deux listes qu'il a signées. C'était pour des raisons de méritocratie régionale, a tranché Jacques Famundongo. C'est donc à s'intéresser au concept d'équilibre régional dans les entrées aux grandes écoles au Cameroun. Pas un scandale, mais la presse a semblé intriguée par cette bousculade au lycée de Kouaban, c'est une banlieue de Yaoundé, où après une panique, des dizaines d'enfants se sont retrouvés dans des centres hospitaliers. Même si la presse qui a annoncé préalablement des morts a dû vite se ressaisir, elle note quand même que l'on peut évoquer des problèmes de discipline et autres films pornographiques qui auraient été retrouvés entre les mains des élèves. Et bien sûr, les femmes, Journée internationale de la femme, 30e édition, c'est le temps d'évaluer les travaux de Beijing. 20 ans après, Cameroun Tribune, le quotidien national, estime qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour parler effectivement de l'autonomisation des femmes camerounaises. Le journal a consacré tout un dossier à cette actualité et note qu'il y a des femmes qui ont pu se démarquer 20 ans après les travaux de Beijing. Et dans cette édition de Droit de Pont, nous allons également nous intéresser à ces travaux et voir quelles sont les avancées dans la bataille menée par les femmes au Cameroun. Merci d'être avec nous, Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Ce Droit de réponse, je le rappelle, est un programme qui se propose de disséquer l'actualité telle que vue par la presse afin de susciter le débat. Ici et ce dimanche, des journalistes et des acteurs de la société civile, je dirais même des actrices de la société civile, tentent d'apporter elles aussi un droit de regard à l'actualité de la semaine. Merci d'être avec nous et pour savoir comment la presse a traité de cette actualité. Un tour dans les kiosques, pas avec un homme, mais avec une femme. Gertrude Fernand Kachessi, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci d'être avec nous ce dimanche, ce 8 mars. Alors la presse qui a beaucoup navigué entre les sujets liés à l'éducation, à la politique, mais aussi aux femmes. Bien entendu, Sandrine. Avant toute chose, je vais souhaiter le bonjour à toutes les invitées sur ce plateau et donc à tous ceux qui nous regardent également à la maison en ce moment. Alors, une actualité qui a consommé pas mal d'encre dans la presse cette semaine, c'est bien sûr celle des listes à problèmes de l'IRIC. Et c'est le quotidien Mutation qui, lundi, a donné l'alerte. En grande une, le journal titre « Concours d'entrée, scandale à l'IRIC ». Et le lendemain, présente les preuves du tripatouillage des résultats en publiant les deux listes de candidats. Le journal de Xavier Messé constate qu'au moins 6 noms de la première liste publiée ont disparu dans la seconde. Au ministère de l'Enseignement supérieur, les journalistes qui ont accouru se sont heurtés à un silence de mort de la part du ministre. Mais le quotidien Le Jour a pu s'en tirer avec une déclaration. « J'ai signé, j'assume ». Ainsi a réagi Jacques Famundongo, selon l'un de ses collaborateurs. Nous dit donc le journal Le Jour dans les colonnes du quotidien La Nouvelle Expression et même Le Messager. On apprendra que l'opposition camerounaise est montée au créneau pour dénoncer la forfaiture. Si le SDF demande qu'une commission d'enquête soit mise sur pied pour faire la lumière sur ce scandale et que les auteurs soient clairement identifiés et punis, eh bien au MRC, on exige que les noms des candidats rayés de la seconde liste soient réintégrés, c'est-à-dire dans le quotidien Le Messager. Toujours dans ces colonnes, eh bien le Messager a donné la parole cette semaine à l'inspecteur général des services du MINSUP, Ngo Roland Claude, qui penche pour une solution politique et administrative, écrit le journal, qui titre d'ailleurs « La décision du Premier ministre, très attendue ».
Autre actualité, cette semaine, c'était au lycée de Nkouaban où on a frôlé le pire à travers cette grosse bousculade. Plusieurs dizaines d'élèves ont été blessés dans ce mouvement-là et ils ont été conduits dans les hôpitaux de la capitale pour des soins. Cameroun Tribune et Le Jour, notamment, sur cette actualité, sont restés sur les faits, mais le quotidien Mutation a choisi de pousser la réflexion en établissant les responsabilités. Ce journal salue certes le discours de Madame le proviseur du lycée de Nkouaban à Yaoundé sur la présence du cahier de discipline, mais condamne la méthode utilisée pour l'implémenter. Nous sortons de cette revue de presse, Sandrine, par la Journée internationale de la femme qui semble n'avoir pas beaucoup intéressé la presse cette semaine. Le quotidien Le Jour, en rapport avec cette célébration, a opté pour une publication d'une série de reportages sur les préoccupations des femmes. L'attention de Cameroun Tribune, par contre, s'est portée sur le thème, essentiellement sur le thème de cette 30e édition, mise en œuvre de la plateforme de Beijing au Cameroun, bilan et perspectives. Sur 16 pages, eh bien, le quotidien gouvernemental présente des analyses et évaluations des avancées en matière de promotion de la femme au Cameroun. Depuis la conférence mondiale tenue en 1995 à Beijing, le journal relève que les progrès sont non négligeables, mais s'il y a encore du chemin à faire, il y a encore du chemin à faire avec l'absence du code civil et le défi d'égalité homme-femme qui reste encore tout entier. Alors voilà donc Sandrine, madame, monsieur, chers téléspectateurs, pour ce qui était de la revue de presse de ce 8 mars 2015. Merci à vous Gertrude, nous souhaitons de passer une très bonne journée en espérant vous avoir peut-être ici un peu plus tard. Merci à vous madame et très bonne journée. Très bonne journée également à vous. Merci à vous également, madame, mais aussi monsieur, d'être avec nous pour ce rendez-vous de droit de réponse ce dimanche. Eh bien, nous sommes en compagnie des femmes. C'est le temps de leur dire bonjour. Bonjour, Suzanne Kalalobert. Bonjour, Sandrine Yamga. Vous allez bien? Bonne fête. Ben, merci. Je vais très bien parce que c'est une belle journée. Ouais. Elle a très bien commencé. J'étais au défilé et c'était formidable. Je regrette que les caméramens, j'insiste bien sur les men, ne soient pas au défilé dès le départ. Les men, yes. Men ne sont pas au défilé dès le matin, ne partent pas de là où partent les femmes et qui se contentent d'attendre qu'il soit 1h de l'après-midi, à l'heure où le soleil a bien tapé sur la tête de tout le monde pour voir combien certaines femmes seraient dans la colère, et ce qui est normal après avoir attendu 5 heures. Donc ce traitement me dérange beaucoup et j'espère que j'aurai à revenir dessus. Parce que c'est grâce à eux ou à cause d'eux que les gens ne retiennent comme image de la fête que les soulevés, le cabas. Mais il y a une nouvelle mode maintenant. Je vous la montrerai tout à l'heure. On ne soulève plus. Ah bon? Non, je vous montrerai. on démonte certainement. Oui. Alors, Suzanne Kalalobert, on peut quand même s'arrêter un tout petit peu sur d'autres pans de l'actualité cette semaine. Il y a eu le ministre de la Communication du Tchad qui a séjourné au Cameroun et la presse s'est un peu vue, un tout petit peu tapée sur les doigts quant au traitement de l'actualité liée à Boko Haram. Bon, bien sûr que le ministre de la Communication du Tchad, la manière dont il perçoit le traitement et le problème n'est pas comme nous. Parce que je peux dire que les Camerounais qui sont au sud du pays, donc nous autres, nous ne sommes pas en état d'alerte comme les gens du Tchad. Et je pense que le fait que nous ne soyons pas en état d'alerte permanent fait que nous sous-estimons le traitement de Boko Haram. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que nous ne choisissons pas d'angle, c'est-à-dire qu'est-ce que nous devons dire par rapport à cette situation de Boko Haram. Nous avons tendance à nous contenter de parler des affrontements entre Boko Haram et puis les troupes des armées, ou éventuellement saluer la force de nos forces armées, mais sans faire des reportages exhaustifs. Comment les populations de ces alentours, où est-ce qu'elles en sont, comment est-ce qu'elles vivent, comment les populations du Nord, de manière générale, et pas seulement celles qui sont à Fotokol ou Kolfata ou bien Gambourou, comment est-ce qu'elles vivent après? Quelle est l'appréhension? Est-ce que dans les quartiers islamisés ou musulmans, les gens, comment ils perçoivent ce Boko Haram? Quelle est la progression de l'idée ou de l'image de Boko Haram dans la population? Donc il y a des tas de sujets à côté desquels nous passons, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on attend encore une espèce d'hécatombe, parce qu'on a tendance à traiter
non pas l'effet de société, mais à attraper l'événement et à lui donner du sens. Je crois que je ne suis pas en désaccord avec ce ministre, bien que je l'ai rencontré quand il était directeur de la radio-télévision tchadienne et que lui et moi, on ne s'est pas du tout entendus parce que je considérais qu'il avait une perception très autoritaire et pas du tout plurielle ou pluraliste du traitement de l'information. Il est possible que lui, étant dans ce pays monolithique, parce que contrairement à ce qu'on croit, toutes les critiques qu'on peut faire au Cameroun sont peut-être fondées, mais nous avons la chance d'avoir développé un pluralisme et une tolérance que eux, les Tchadiens, n'ont pas encore développé. Bon, ça, c'est un petit coup que je lui donne parce qu'il m'avait donné 2 coups. On n'y reviendra pas. Je lui rends ça. Alors, Sylvie Ekobé, bonjour. Vous êtes une actrice de la société civile, vous êtes également juriste et consultante. Vous avez certainement suivi avec nous beaucoup l'actualité cette semaine, mais puisque vous êtes une femme, on a bien vu une femme engagée aux côtés de son époux, Titus Sejoua, que vous connaissez certainement, qui après plusieurs années en prison en est ressortie et s'engage à poursuivre sa vie politique. Alors on a également vu sa dame estimer qu'il faut bien évidemment l'accompagner dans ce combat-là. C'est une femme courageuse, vous le direz comme ça? Non, je pense que c'est une femme non seulement courageuse, mais en plus de ça, je pense qu'elle joue assez bien son rôle de femme, qui est celui d'épauler son mari, d'être auprès de son mari dans les bons comme dans les mauvais moments. Je pense que c'est le rôle d'une femme. Et donc, au-delà de tout ce qui a pu se passer des années antérieures, est-ce qu'on ne devrait peut-être pas s'attendre, ou bien certains auraient peut-être pu s'attendre à ce qu'elle vomisse peut-être le régime qui a été accusé également par son époux? Certainement, mais cela relève de ses convictions personnelles. Si elle décide comme ça là, de poursuivre la lutte que son mari a engagée auprès du régime qui est en place, cela relève de sa décision personnelle. Ou bien elle aurait pu aussi décider peut-être de se dire que c'est ce régime qui a, entre guillemets, mis son mari dans cette situation. Et puis elle pouvait aussi demander à son mari peut-être de changer de camp, peut-être aller de l'autre bord. Là, ça relève de sa décision personnelle. Très bien. Bonjour, Lézy Abeko. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On vous a beaucoup entendu dans les couloirs de sport ces derniers temps, ces dernières semaines. L'actualité footballistique au Cameroun a un peu du mal à se opposer. Il faut encore attendre que la FIFA dise quelque chose dans quelques jours. Exactement. Et malheureusement, il faut encore attendre que la FIFA dise quelque chose et ça montre à quel point on a du mal dans le milieu sportif camerounais. Il y a beaucoup de désordre, il y a beaucoup de rebondissements et on est toujours quelque part obligé d'attendre l'aval de l'étranger ou les décisions de l'étranger pour nous réorganiser. Et ça, c'est vraiment dommage. Il y a vraiment quelque chose à faire au niveau national et développer une politique qui nous est propre. C'est très, très important. Alors, lorsque vous parlez de rebondissement, la presse a notamment évoqué cette semaine un type de rapprochement entre les candidats d'hier, le comité de normalisation d'aujourd'hui, on va dire les candidats recalés par ce comité. Vous croyez en ce qu'il peut avoir cohésion un jour, une harmonisation peut-être dans les idées? Alors, il y a effectivement cette thématique de réconciliation qui s'opère entre, on va dire, les dissidents d'avant, puisqu'on aime bien les appeler les dissidents, et donc le comité de normalisation et tout ce qui représente le gouvernement. Bon, maintenant, y croire, c'est autre chose. Ça veut dire que en termes de réconciliation, il faudrait déjà que tout le monde puisse s'asseoir ensemble, qu'on puisse ne pas faire une chasse aux sorcières sur les faits qui se sont déroulés auparavant, ce qui va être extrêmement difficile. Certains demandent à ce que les coupables qui ont entraîné le football camerounais dans l'état où il est aujourd'hui soient punis. D'autres disent qu'il faudrait passer dessus et reconstruire avec tout le monde, parce qu'effectivement, le football a besoin de ceux d'avant et de ceux d'aujourd'hui, en tout cas des personnes qui ont du poids. Donc c'est vraiment un sujet très complexe, mais en termes de réconciliation, ça va être difficile, si vous voulez mon avis. De toutes les façons, on ne perd rien à attendre. On a jusqu'au 20 mars prochain pour être situé sur ce que la FIFA dira au sujet du Cameroun. Et puis nous terminons par Sandra Elong. Bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox. Vous êtes journaliste indépendante. Alors l'actualité cette semaine, on va beaucoup parler d'éducation. Vous avez été marquée par l'une de ces actualités-là. Qu'est-ce qui vous a le plus touché? Je ne sais pas si c'est par niveau, mais en même temps, je dois reconnaître que j'ai été touchée par toutes les actualités concernant justement ce domaine. Parce que, tenez-vous tranquille, nous avons affaire à quand même une école aussi prestigieuse de l'envergure de l'IRIC. D'autre part, nous avons également un lycée, un institut étatique quand même. Et quand même, il y a eu un certain nombre de scandales. Je pense quand même que ça a beaucoup bougé. On aura sans doute le temps d'en parler, d'évoquer justement ce que moi j'appellerais quelques scandales. C'est vrai qu'il y a des degrés, me dira-t-on, mais en même temps,
moi j'appelle ça vraiment d'énormes scandales. Pour moi. On y reviendra dans un instant. D'ailleurs, on y est. On va commencer par évoquer ce qui s'est passé à Lyrique cette semaine et la presse qui a évoqué ces listes, ces tripatouillages qu'il y aurait eu sur ces résultats au concours, notamment de la filière diplomatie à Lyrique. Suzanne Kalalobe, comment vous avez apprécié la manière avec laquelle on a été mis au courant, justement par la presse, de cette actualité, de ce qui s'est passé à Lyrique? Je suis très dérangée par ce que la presse a fait. Parce que je crois que quand il y a quelque chose comme tripatouillage, il faut des preuves et une démonstration, et les démonstrations ne sont pas suffisantes. Pourquoi? On n'a pas la première liste, on n'a jamais publié la première liste, on n'a jamais publié la deuxième liste. On nous a dit qu'un proche du ministre a dit que le ministre a dit. Bref, on est resté dans l'imprécision qui, à mon avis, favorise les prises de position selon des préjugés et des points de vue, et c'est normal qu'on puisse être choqué. C'est normal que si on dit qu'il y a tripatouillage parce qu'il faut un rééquilibrage, si on le dit sur le principe, tout le monde est choqué. Mais maintenant, les journalistes ont comme responsabilité de donner l'ensemble des éléments de l'enquête. Et dans la presse, dans Mutation, j'ai lu, on n'a pas donné l'ensemble des éléments. Ce qui fait que même les partis politiques... Mutation a quand même présenté 2 listes. À ces résultats, vous pensez que ce ne sont pas des listes authentiques? Non, je ne sais pas quelle est la qualité de l'authenticité de ces listes. Je suis obligée d'interroger, parce que quand un sujet est aussi délicat, il faut faire attention à la manipulation des deux côtés. C'est-à-dire, dès l'instant où on sait que la question de l'équilibre régional est une question délicate, dès l'instant où on sait que tous les esprits peuvent s'embraser et prendre position sur le principe sans enquête, la preuve, le SDF et le MRC en ont fait une espèce de cheval de bataille politique, on peut se dire que la presse aurait pu prendre un peu plus de précautions. Parce que de manière caricaturale, comment le problème se présente? Il y a le Minesup qui s'appelle Fameux Ndongo, et il y a ce qu'on appelle la méritocratie qui s'appelle toujours Pays Boulou, et puis il y a les opposants qui s'appellent Camto, et puis le SDF. Donc, si vous voulez, cette manière de présenter les choses, qui, d'un point de vue objectif, finit par ethniciser les conflits, me semble dangereux. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas vous qui tentez à ethniciser tout cela lorsque vous évoquez le MRC de Camto, vous parlez du SDF, vous parlez d'autres parts? Parce que objectivement, que vous le vouliez ou pas, ça sera la lecture. Dès qu'on parle d'équilibre régional, on voit ethnie derrière. Donc si la presse n'est pas suffisamment rigoureuse, cette interprétation est possible. Dès qu'on dit équilibre régional chez nous, on dit comment les ethnies se comportent dans l'espace sociopolitique. C'est ça que ça veut dire. Dès qu'on dit qu'on a tripatouillé pour mettre les enfants d'un certain groupe ou d'un certain clan, c'est cette façon-là qui ethnicise le problème. Je ne dis pas qu'il n'est pas ethnique aussi, mais je dis qu'il y a une manière de présenter les choses qui schématise, qui favorise les stigmatisations et qui dogmatise le problème, et qui n'est pas une bonne façon, à mon avis, journalistique de traiter d'une question aussi délicate. Donc je ne suis pas satisfait. Alors, Lydie, avec la presse, a-t-elle été manipulée, selon vous? Je pense qu'aujourd'hui, dans la presse, il y a toujours une part de manipulation, qu'on le veuille ou pas. Et effectivement, je rejoins Mme Kalalobe sur le traitement de l'information qui doit être pris avec beaucoup plus de rigueur qu'il l'est souvent. Quand on regarde, par exemple, en faisant une simple recherche sur Internet, on se rend compte qu'il y a beaucoup de déclarations qui ont été faites. On parle d'injustice, on parle d'équilibre, on parle de tribalisme. Les grands mots sortent, mais où on sent effectivement les éléments d'enquête. Ça, c'est extrêmement important. Et je pense que, par contre, quand on veut traiter ce sujet-là uniquement sous le prisme de l'équilibre régional ou du tribalisme, je trouve ça dommage. Parce qu'il y a d'abord un problème pour moi qui se pose au niveau même du processus qu'il y a pour l'entrée dans les grandes écoles. Et pour quel que soit le cursus, ça a été le cas déjà à l'ENAM, on a vu ça dans d'autres écoles, et ça veut dire que c'est un problème qui est récurrent. Or, quand ce problème se présente, on va le prendre toujours sur le prisme de l'équilibre régional. Il y a une vision, on va dire, il y a deux faits paradoxaux qui se présentent. L'équilibre régional, si on doit en tenir compte, effectivement, c'est comme, on va dire, une pioche, c'est quelque part une question de chance. Et d'un autre côté, on parle de méritocratie, ça n'a rien à voir. Alors il y a ces deux, on va dire, la méritocratie donc, et l'équilibre régional qui se battent en duel à tous les niveaux, pas seulement au niveau des concours d'entrée dans les grandes écoles. Et il faut impérativement, moi c'est ce que je retiens, commencer à trouver des solutions et mettre en place des process qui tiennent compte de l'équilibre régional qui est nécessaire dans notre pays, mais en même temps, l'école, c'est d'abord la méritocratie. Voilà. Alors, Sandra Elon, tout à l'heure on évoquait le travail de la presse. Il y en a qui estiment que
On pourrait douter de l'authenticité des listes qui ont été présentées par la presse, notamment par le quotidien Mutation. Mais une fois que le ministre de l'Enseignement supérieur fait une sortie dans laquelle il confirme effectivement avoir signé 2 listes, c'est toujours à se demander s'il faut redouter le travail de la presse, direz-vous? Non. Sur cette question-là, je pense que la presse a fait son travail. J'ai essayé de parcourir quelques quotidiens. Il me semble qu'il y a eu un travail qui a été fait. Il y a eu un compte rendu, il y a eu des papiers d'analyse. Pour moi, vous l'avez déjà dit vous-même, le ministre a fait une sortie où il confesse justement qu'il y a eu 2 listes. Écoutez, nous sommes dans une école, une grande école, dit-on, comme l'IRIC. Alors, on sort une liste. Les étudiants voient afficher leur nom, 6, me semble-t-il. 1 heure après, la liste est modifiée, elle est changée, elle est remplacée. Et pour moi, il y a des gens qui ne sont pas scandalisés. Moi, je suis scandalisée. Et c'est ce que la presse a relevé, il me semble. C'est-à-dire que, comment le ministre peut-il expliquer cela? Alors, par quel trajet passent les listes pour être affichées? Il y a un jury, il y a des enseignants, des éminences universitaires qui, justement, passent à la correction, justement, de ces examens. Et on publie des listes. 1 heure après, la liste est changée. C'est ce qui a été relevé. Maintenant, la raison qui a été donnée par le ministre au travers d'un communiqué, il s'agissait effectivement de l'équilibre régional. Les gens sont libres de faire des papiers d'analyse et de déclarer que, justement, il y aura un problème avec cet équilibre régional. D'abord, la démarche qui a été faite, c'est-à-dire que, comment on dit ça, les péripéties qui ont été menées jusqu'à la publication de ces listes. Ensuite, on se rend compte que le prétexte qui est donné, c'est l'équilibre régional. Mais attendez, c'est depuis 1992, je pense que cette loi est sortie. Donc, le ministre est bien au courant qu'il y a ce problème d'équilibre régional qu'il faut régler avant la publication des listes. Je vois même pas... Moi, je suis même plutôt étonnée, hein, excusez-moi, je suis quand même étonnée de savoir qu'on reproche à la presse, justement, de rendre compte de ce qui a été fait. Maintenant, lorsque, effectivement, comment on dit ça, le ministre parle d'équilibre régional, on peut être d'accord avec lui ou pas. Ça dépend. Mais à quel moment, justement... les listes sont-elles sorties sans que justement cet équilibre régional soit vu au niveau de ces listes-là? C'est ça mon problème. C'est ça le problème de la presse. Comment ça? C'est un scandale. Vous imaginez, c'est comme si on vous dit vous avez vous avez passé un examen et vous voyez votre nom affiché et après on vous dit votre nom n'y est plus. Et le ministre il dit j'assume. Qu'est-ce qu'il assume en fait? Je sais pas. C'est la 2e liste. Qu'est-ce qu'il assume? L'équilibre régional? Je pense que ça discrédite énormément même les enseignants qui sont passés dans les épreuves de cours. Oui, énormément. Et puis je vais vous dire une chose, ce n'est pas seulement les partis d'opposition qui se sont soulevés, hein, qui revendiquent, et je pense que c'est même judicieux de revendiquer qu'une lumière soit faite là-dessus. Mais il y a également justement un professeur d'université, un enseignant de l'IRIC qui c'est également un sujet. Qui passe, oui, bien sûr, je vais vous donner son nom, c'est le professeur Onangini qui est professeur justement dans cette université. Donc, écoutez, je veux bien qu'on reproche un certain nombre de choses à la presse, mais quand même, il y a des faits. C'est normal que les gens soient scandalisés. Il y a un compte rendu. 1 heure avant, on avait ces listes. 1 heure après, on a l'autre liste. Et le ministre n'a pas nié. Il dit, il assume. Avoir signé 2 Maintenant, on peut faire des papiers d'analyse, dire que bon, l'équilibre régional pose un problème parce que justement, on voudrait que ce soit la méritocratie. On n'a pas besoin les gens peuvent avoir des avis différents, c'est vrai. Mais il y a d'abord eu un compte rendu qui a été fait. C'est normal que les gens soient scandalisés. Pourquoi ils ne devraient pas? Sylvie Jacob, comment vous avez compris tout ce qui s'est passé au sein de cet établissement? Comment vous avez perçu cela? Disons que cela relève d'un scandale. Il s'agit de ce que j'appelle souvent, entre guillemets, les camerounaiseries. C'est le propre du Cameroun, en effet. C'est ce qu'on rencontre généralement dans notre société. On prend le prélat de l'équilibre régional. L'équilibre régional, pour moi, n'est qu'une façade parce que, en fait, il s'agissait peut-être pour les barons, pour ceux qui détiennent le pouvoir, de faire glisser comme ça, là, dans ces listes, leurs proches ou bien leurs enfants, c'est tout. Le problème, ce n'est pas le propre de l'IRIC. On rencontre cela dans tous les concours, les grandes écoles, que ce soit à l'ENAM, que ce soit même au barreau du Cameroun, que ce soit partout. On rencontre ce genre de problème partout. La méritocratie a complètement foutu le camp. On veut maintenant faire comprendre aux gens qu'on veut s'intéresser à l'équilibre régional, mais c'est faux. Est-ce que ces jurys n'avaient pas eu le temps, lorsqu'ils étaient en train de contrôler les listes, de savoir qu'il fallait, lorsqu'on veut publier une liste, de regarder par rapport à l'équilibre régional,
régional avant de publier ces listes. Ils avaient tout ce temps-là, ils pouvaient le faire. S'ils ont publié d'abord la première liste, c'est parce qu'ils se disaient que cette liste correspondait déjà aux critères de l'équilibre régional et tout ça. Mais s'ils publient une deuxième liste, c'est quelque part parce qu'ils ont reçu un certain nombre d'instructions qui les interdisaient de publier la liste précédente et d'inclure dans la nouvelle liste des noms des privilégiés de la société. C'est ce qu'on voit tout le temps au Cameroun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des personnes qui sont méritantes, des personnes qui sont intellectuelles, des personnes qui ont travaillé dur pour pouvoir accéder à ces écoles n'ont plus la priorité d'accéder à ces écoles, peut-être parce qu'ils ne font pas partie des grandes familles, parce qu'ils ne sont pas nantis, parce qu'ils ne font pas partie de ces enfants, de ces personnes-là qui détiennent le pouvoir. C'est tout ça. C'est la lecture que moi je fais, c'est simple. Et ce n'est pas le cas, comme je suis en train de dire, ce n'est pas le cas propre de l'IRIC. On le rencontre partout, à l'ENAM, au barreau, dans l'enseignement supérieur, l'accès à l'enseignement supérieur, et c'est partout. On va prendre le prélat de dire que bon, l'équilibre régional, mais l'équilibre régional n'est qu'une façade. Au fond, il s'agit de faire quoi? Il s'agit de mettre les enfants de ces personnes-là à ces postes pour les remplacer plus tard et faire comprendre à ceux qui méritent généralement d'aller au quartier de se chercher, parce que en fait, ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est que plus qu'ils dirigent, il faudra qu'après leurs enfants puissent prendre de la relève. C'est tout à fait ça. Lydie Abeko. Mais en fait, je voulais dire, effectivement, c'est un énorme scandale et c'est surtout une grande injustice. Moi, je regarde d'abord le côté humain. C'est une terrible injustice vis-à-vis des personnes qui ont remporté ce concours et qui, quelques minutes plus tard, n'est-ce pas, on leur dit qu'ils n'en font plus partie. Moi, ce que je relève, en fait, le problème de l'équilibre régional, puisqu'il est, en tout cas depuis 1992, on doit en faire cas dans tout ce qu'on fait au Cameroun, là où ça relève du désordre, c'est que c'est en dernière minute qu'on, soi-disant, on vient regarder ce qui concerne l'équilibre régional. Il pourrait y avoir, par exemple, parce que moi, je veux dire, quand il y a un cas, à la place de polémiquer dessus, il faut commencer à réfléchir à des solutions. Ce serait, par exemple, de pouvoir d'abord faire une sélection au niveau des régions, toujours sur la base de la méritocratie, et puis après, n'est-ce pas, on prendrait effectivement les meilleurs. Ce n'est pas normal. En fait, c'est le prétexte, effectivement, comme disait Madame, c'est un prétexte que de venir nous parler d'équilibre régional et de changer, une fois que tout est déjà écrit, et arrêté et annoncé. Et c'est là où ça a été très grave et que ça a montré qu'il y a effectivement, excusez-moi, beaucoup de désordre dans tout ce qui se passe dans notre administration. C'est un prétexte qu'on a pris. Parce que cet équilibre régional doit faire partie d'abord de la base même de la sélection, avant même de faire un entonnoir en parlant de méritocratie à ce moment-là. Suzanne Kala-Leben. Oui, moi je crois justement, la presse est quelque part astucieuse. Pourquoi? Quand j'entends mes collègues sur le plateau se scandaliser sur 3 idées principales que semble refléter ce cas, à savoir, il existe dans notre pays, elle a parlé de camerouniaiserie, une division de classe qui fait qu'on préfère favoriser les gens les plus nantis. Première idée. Deuxième idée, ce que la presse dit est forcément vrai, on n'a pas besoin de questionner. Et troisième idée, enfin, puisque de toute façon c'est le désordre, nous sommes habitués. Je pense que quand on traite d'une information, même si à la fin de l'enquête, ce sont les conclusions auxquelles on doit arriver, la façon de traiter cette information ne doit pas être sur la base des préjugés que l'on a sur le fait. Je veux revenir sur 2 choses qui me semblent être importantes. Tripatouillage, certainement. Mais à quel moment il y a eu la déclaration du ministre? Est-ce qu'il y a eu un communiqué officiel où il écrit en disant « j'assume d'avoir signé 2 listes ». Je n'ai pas vu personnellement le communiqué. Alors, je signale qu'hier, il y a juste 24 heures, le ministre de l'Enseignement supérieur a effectué une sortie. Il a effectué une sortie. Il a effectué une sortie publique qui s'est d'ailleurs exprimée sur les antennes de la radio nationale, au cours de laquelle il a bel et bien reconnu qu'il y a eu 2 listes. Et il a expliqué tout ce qui s'est passé par des besoins de méritocratie régionale. D'accord. Alors, il explique les raisons après que nous ayons interprété. C'est bien ça. C'est-à-dire, une fois qu'on l'accule, disons qu'on l'accule, il explique les raisons. Ce que je veux dire, c'est que la presse, pour moi, doit être en tout cas prudente et ne pas prendre parti tout de suite pour éviter ce à quoi nous assistons ici. Chacun peut donner son opinion sur les scandales de la République. Dire les camerouniaiseries, tout ce qu'on veut, c'est vrai. Mais est-ce que c'est du rôle de la presse d'orienter l'interprétation des faits? Maintenant, sur le fond, quand on dit équilibre régional, méritocratie, on peut prendre n'importe quel procédé. Il y aura toujours des injustices. L'essentiel, c'est que ces injustices ne soient ni rédhibitoires, ni grossières, ni discriminatoires, comme ça semble être le cas sur le fait qu'une liste est publiée, il y a mon nom, le lendemain, il n'y a plus mon nom et on l'a enlevé grossièrement. Mais ce n'est pas parce qu'on va commencer la sélection à la base
que l'on va éviter qu'il y ait des gens qui soient choqués, qui soient révoltés, et l'injustice, comme on dit, l'injustice de classe. Maintenant, est-ce que c'est bien, quand on est au pouvoir, de faire ce qu'on appelle la reproduction sociale? Tous les systèmes au monde le font. Peut-être pas de façon aussi grossière que nous, mais ils le font. Aux États-Unis, si vous regardez la classe dominante, toute la technostructure, ce n'est pas les gosses des pauvres en majorité qui ont accédé au pouvoir. Il y a le système de domination et d'inégalité est structurel, il n'est pas conjoncturel. En France, c'est la même chose. Ça a changé, la classe politique a changé quand la majorité est passée de la droite à la gauche. Donc le mouvement qui va permettre à ce qu'il y ait une nouvelle émergence des classes sociales va dépendre des mouvements sociaux à la base, de la révolution, de la contestation, mais pas simplement à la surface des choses. Je veux dire que ce problème n'est pas qu'un problème conjoncturel d'injustice, c'est un problème structurel d'inégalité qui existe dans nos sociétés que les gens doivent combattre. Mais je répète encore une fois que la presse a la responsabilité de dépassionner la façon de traiter le problème. Même si Madame Elong est scandalisée, elle a le droit, elle est journaliste, mais elle a la responsabilité de dépassionner sa passion lorsqu'elle écrit sur ce genre de sujet, en tant que journaliste. Est-ce qu'il y a effectivement de la passion? Est-ce qu'il est possible d'expliquer l'acte posé par le ministre de l'Enseignement supérieur, Sandra Elong? Vous allez trouver des raisons qui justifieraient cet acte? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce qui pourrait expliquer qu'une liste paraisse, j'y vois mon nom, une heure après, j'y vois plus mon nom, je ne sais pas. C'est pour cela que, justement, lorsqu'on fait une sortie, il faut bien expliquer aux gens ce qui s'est passé. Mais je ne sais pas s'il y a une raison au moins qui pourrait justifier cela. C'est un scandale, je le réitère. C'est un scandale. Ce n'est pas seulement c'est pas une question de passion uniquement. Écoutez, on a au moins six étudiants qui se sont battus, n'est-ce pas, comme la plupart des Camerounais se battent au quotidien, pour essayer d'intégrer une grande école de l'envergure de l'IRIC. Alors, on jubile, on a vu son nom, et une heure après, on ne voit plus son nom. On parle de la presse, mais moi j'ai envie de parler de l'état d'esprit de ces enfants. J'ai envie de parler de l'état d'esprit de ces étudiants. Ça peut amuser, ça peut dire, oui, ce sont des journalistes qui sont en train de passionner le débat. C'est faux. Il y a des gens qui ont rencontré certains de ces étudiants. Les gens sont scandalisés, ils ne savent même plus à quel sens se jouer. C'est-à-dire, au Cameroun, on vit un état de précarité que si on a la chance d'intégrer une école comme celle-là, on se dit, voilà, je vais m'y mettre, je vais me battre, arriver jusqu'au bout et peut-être je verrai ce que je pourrais en faire après. Mais écoutez, vous demandez à un étudiant de master en diplomatie de se dire, écoutez, écoute, ton nom n'y est plus, bon, tu vas faire comme enfin, on lui dit d'ailleurs rien du tout. D'ailleurs, on lui a rien dit du tout. Il constate simplement que son nom n'y est plus. Moi, je ne sais pas comment vous voyez la chose. Moi, ça demeure un scandale pour moi. Parce que justement, lors de la sortie, monsieur parle de l'équilibre régional. Mais nous le savons bien qu'on parle d'équilibre régional depuis dans les écoles au Cameroun. On en parle depuis. Qu'est-ce qui s'est passé? Le juge n'était pas suffisamment compétent. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pour cela que toutes les supputations de la presse, si vous dites que ce sont les supputations de la presse, mais faites des déclarations. Soyez honnêtes. Ça, c'est un argument. Vous pensez que c'est un argument valable? Mais pour moi, effectivement, il y a tripatouillage. S'il n'y en a pas, comment justifier cela? Mais faites une sortie, appelez des gens, essayez de leur expliquer. Et il y a une réaction, comment dire ça, faisons une communication interactive. Essayons de parler, parlons de ce problème réellement. Ne faites pas une sortie, un communiqué, simplement vous le jetez comme ça. Et puis le fait que les partis d'opposition déclarent que c'est un scandale, je vois pas le problème. La preuve de fait que relayer justement, n'est-ce pas, la position des partis politiques. Et en tant que jeune, en tant que citoyenne au Cameroun, je peux également dire que pour moi c'est un scandale. Je n'ai pas besoin de me laisser manipuler par la presse. Ça va de soi. Pour moi. Que de savoir qu'aujourd'hui on peut avoir son nom sur une liste et que demain elle n'y apparaisse pas. Alors, Lydie Yabeko, lorsque le ministre de l'Enseignement supérieur parle de méritocratie régionale, je signale qu'il fait savoir que cette liste, ou bien la première liste, a été retouchée parce qu'il n'y avait pas des ressortissants de la Damawa, du nord, de l'Est et du nord-ouest. 4 régions au total, et qu'il fallait corriger tout cela en revoyant la liste la première liste, voilà, la liste qui a été affichée le vendredi et qui a été retouchée le samedi. Si le ministre de l'Enseignement supérieur est arrivé à faire cette communication, est arrivé à dire qu'effectivement, il fallait en arriver là, le concept de méritocratie régionale, comment vous l'entendez?
Mais je trouve que c'est un grand gâchis. Si on parle de méritocratie régionale, surtout si elle intervient, comme je dis, une fois qu'il y a une première liste qui a été publiée, c'est une catastrophe. Méritocratie régionale, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça veut dire que d'un côté, vous dites aux gens, si tu es le meilleur, on va te prendre, et d'un autre côté, parce que tu n'es pas de la bonne région, tu es mal né, en tout cas pour ton concours à lyrique, donc tu n'as pas de chance. Et qu'est-ce que ça passe comme message aux jeunes? Mais que finalement, ça les démotive totalement. Comment est-ce que vous pouvez vous imaginer que sur un coup de loto, parce que finalement ça ressemble vraiment à un loto, non seulement vous vous battez, vous étudiez, vous économisez de l'argent, vous souffrez pour aller à l'école, ce qui n'est pas évident aujourd'hui parce que les gens ont du mal à joindre les deux bouts. Donc ils se retrouvent à avoir 10 000 petits jobs et quand ils n'ont pas de job parce qu'ils sont obligés d'étudier et ça prend de longues études, en tout cas ce sont des concours qui sont très très difficiles. Eh bien, il se sacrifie finalement pour rien. C'est ça que vous êtes en train de lui dire. Et donc, pour le prochain concours ou pour autre chose sur lequel il a envie de s'investir, il se dit, oh, ça vaut pas la peine. Comme disait tout à l'heure Suzanne Kalalobé, quand on regarde, il y a effectivement des injustices dans tous les pays, mais je rappelle quand même qu'aux États-Unis, en France, il y a des lois qui commencent à cadrer, ou qui cadrent même depuis longtemps ce genre de choses. Il y a des bourses qui ont été mises en place. De regarder qu'aux États-Unis, juste pour donner la chance à des jeunes qui viennent de quartiers défavorisés, vous avez des bourses même au niveau du sport, qui vous permettent d'aller dans les plus grandes universités. Maintenant, cet enfant-là, cet étudiant-là, on fera ce qu'il voudra, mais on lui donne une chance d'y arriver par X ou Y moyen. Il y a la politique des quotas qui, certes, n'est pas drôle, mais qui donne une chance aussi à ces personnes qui sont issues de l'immigration ou d'autres. Et ça, ce sont des... on met en place des politiques qui permettent, suite à cette injustice qui effectivement est historique, et ce sera toujours le cas, on met des processus en place pour que les autres aussi y aient droit. Et je reviendrai juste sur Sandra qui parlait donc de la déclaration du ministre qui a essayé de s'expliquer. Moi je dirais, bon, franchement je lui donne du mérite parce que c'est quand même très très difficile, une fois ce qui est arrivé, de pouvoir essayer de justifier. Vous n'avez pas le choix, vous me direz, de justifier ce qui s'est passé. Voilà. Alors, Sylvie Ekobert, en plus du concept de méritocratie régionale, il y a quand même une autre expression qui a tourné autour de cette actualité. On parle de la discrimination positive. Tous ces concepts-là, finalement, et ceux qui parlent de méritocratie et ceux qui parlent d'équilibre régional, qui parlent également de discrimination, comment vous percevez l'ensemble de ces problèmes posés autour de cette actualité-là même? Disons que je vais commencer en disant que tous les hommes sont égaux en droit et en devoir. Il est bien vrai qu'on vit dans une société, comme Mme Kalalobé l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y aura toujours des injustices. Mais en même temps, s'il y a des injustices, qu'on essaye dans une société qui se veut sérieuse, une société qui se veut prospère, une société qui veut booster son économie, de pouvoir compter aussi sur ces personnes-là qui sont défavorisées, comme l'a dit Madame tout à l'heure, qui sont défavorisées, sur ces personnes-là qui n'ont pas eu la chance peut-être d'accéder dans ces écoles, bien pour ces personnes-là que leurs parents n'ont pas eu la chance d'être peut-être les barons du pouvoir ou bien d'avoir des postes à responsabilité, de pouvoir mettre sur place un ensemble de politiques pour leur permettre aussi quelque part d'émerger, parce que il faudra comprendre que si on regarde, si on fait peut-être le ratio dans notre société, le pourcentage de personnes qui sont défavorisées, c'est plus de la moitié. Il faudra à un certain moment qu'on puisse compter aussi sur ces personnes-là. On ne peut pas être dans une société qui se veut prospère, qui essaye comme ça là, de booster son économie et de faire toujours avec les mêmes personnes, en se disant que oui, c'est normal parce que ça se fait ici, ça se fait ailleurs, ça se fait aux États-Unis. Mais non, notre société peut changer. On peut essayer d'apporter de nouvelles politiques. Ne pas copier la méritocratie. Parce que ce que nous voyons, c'est quoi? C'est qu'en général, que ce soit dans les grandes écoles, dans notre État, que ce soit dans les polytechniques et consorts, c'est le règne du favoritisme, c'est le règne de la médiocratie qui s'est installé ici au Cameroun. Lorsque vous avez, comme ces enfants, ces élèves dont leurs noms ont été retirés des listes, certainement, pour pouvoir avoir accès pour pouvoir passer, pour avoir son nom dans ces listes-là, il faudra que tu aies une moyenne sensiblement peut-être de 14, 15 ou 16. Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont extrêmement brillants, ce sont des intellectuels. Pourquoi est-ce qu'on devrait enlever leur nom pour faire comprendre aux gens que non, il faudra qu'on regarde plutôt l'équilibre régional et tout ça? Notre société ne pourra jamais avancer avec ce genre de système. Ce que on veut dans notre société, c'est quoi? Des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Il faudra à un certain moment qu'on essaie de dépasser... La compétence n'a pas de tribu. Voilà, qu'on essaye un peu de dépasser ces contingents tribaux et consorts, qu'on essaie de se dire ce que nous voulons, c'est à l'érique qu'il y ait des personnes qui reflètent notre société, qu'il y ait des personnes qui puissent réfléchir autrement que d'être toujours dans ce système où ce sont les enfants de tels qui doivent être là, ce sont les tels qui doivent être là. S'ils partent, il faudra que les enfants puissent les remplacer. Moi, je dis non à ce genre de système parce que notre société ne va pas avancer si on continue sur cette voie-là.
Suzanne Kalaloba. Oui, je voudrais qu'on traite le problème sur le fond. Du point de vue factuel, c'est évident que le ministre est maladroit. Même si vous pensez, parfois en politique, vaut mieux se taire que d'être maladroit, parce que le fait d'être... vaut mieux se taire quand on est maladroit plutôt que de dire j'ai gaffé, parce qu'il y a toutes les spéculations que l'on a, c'est évident. C'est évident que son dérapage montre le dysfonctionnement structurel d'une absence de politique publique quant à la politique des quotas et de la lutte contre les discriminations. Pourquoi ? Dans d'autres pays, et notre pays devrait y penser, ne doit pas improviser les critères de rééquilibrage, parce que ces rééquilibrages sont importants. Parce que historiquement, structurellement, il y a des disparités régionales, il y a des disparités économiques, il y a des disparités culturelles, il y a des disparités anthropologiques, il y a des disparités du genre. L'histoire des quotas ou des parités ne naissent pas par hasard. Cette histoire naît à partir de ces disparités que l'on constate et qui font que finalement, on retrouve toujours les mêmes personnes au même poste et au même endroit. Et ce qui est en cause ici, pour ces dérapages, moi j'estime que c'est un dérapage, au-delà du fait que ça puisse être une camerounaiserie, c'est l'absence de politique pensée, c'est l'absence de politique structurée. Parce que quand on veut être généreux, c'est bien beau, mais à la limite, les handicaps sont lourds. On en parlera tout à l'heure quand on va faire le point sur Beijing plus 20. C'est-à-dire, il y a des tas de femmes méritantes, mais on voit aujourd'hui que le nombre est toujours un peu restreint. Par contre, comment est-ce qu'on booste une politique publique pour rééquilibrer ? Combien de temps ça va prendre? C'est tout ça. Là où je peux reprocher à Famundongo d'avoir été brutal et de ne s'être pas comporté comme un intellectuel. Intellectuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des sujets brûlants qui fâchent, sur lesquels on ne s'explique pas forcément. Parce que quand on s'explique, ça devient un peu plus compliqué. Mais le ministre a dit attendre des suggestions qui pourraient venir de toutes parts. Maintenant, je pense que le concept de méritocratie régionale n'existe pas. Il existe un concept de disparité dans les régions et on essaye de rééquilibrer. Mais il n'y a pas une région qui est plus méritante qu'une autre. Par contre, ce qui est problématique, et c'est un grand problème, le niveau de pauvreté généralisé est plus accentué dans des régions comme l'Adamawa, l'Est et le Nord, nécessite des mesures incitatives qui ne doivent pas être prises juste au moment où les gens vont entrer à l'IRIC. Voilà le fond du problème. Et voilà là où le MINESUP peut-être a raté le coche. Vous voyez, c'est ça le fond. Qu'on ne commence pas à attendre l'entrée à l'IRIC pour se rappeler que, il y a peut-être une disparité, là c'est inégal. Non, qu'on commence dès le départ. Et de quelle façon, bon, ça c'est une... Je ne veux pas être ministre. Si je commence à dire de quelle façon, on va encore dire que voilà, elle veut être ministre. Alors Lydie, avec justement sur cette préoccupation de Suzanne Kalaloba, on pourrait quand même s'y attarder un tout petit peu, pour voir un peu autour de la réaction du ministre de l'Enseignement supérieur. Était-il si facile finalement après tout ce qui s'est passé, que le ministre se taise et qu'il n'y ait pas d'explication? On a finalement une explication de ce qui s'est passé. Le ministre estime que le jury qui a été composé, le jury qui a pris le soin de pouvoir publier ou bien arrêter cette liste d'admis, n'a peut-être pas cerné tous les contours de l'équilibre au journal qui sont pourtant régis de façon légale. En fait, il ne pouvait pas ne rien dire, ça c'est sûr et certain, c'est son devoir de prendre ses responsabilités et d'expliquer. Mais effectivement, pas de désavouer, moi je ne suis pas d'accord. C'est lui qui a nommé ce jury. Je ne suis pas, oui, il désavoue le jury en public, mais en fait, il peut y avoir il y a tout le temps de toute façon au Cameroun des erreurs, le pays est loin d'être parfait, il y a énormément de chantiers auxquels tous les jours on trouve des aberrations totales, et le souci c'est juste de dire, bon, il y a eu, d'abord, premièrement, on dit qu'il y a eu un problème, mais surtout de justement soulever comment est-ce qu'on va travailler et puis d'expliquer quelle était la vision qu'il y avait derrière ça. Quand il y a une absence de vision totale, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de nous dire pourquoi l'équilibre régional doit prendre le pas sur la méritocratie parce qu'il y avait une première liste qui avait été faite et puis une deuxième, si, il ne peut pas nous justifier ça seulement en disant il faut qu'il y ait un équilibre régional, c'est là où ça devient grave. Et qui plus est, moi en tout cas dès le départ, j'aurais proposé que tout de suite on met en avant le véritable problème qui est un problème d'abord structurel et de dire comment est-ce que, n'est-ce pas, dans le futur, il compte éradiquer ce problème qui n'appartient d'ailleurs pas qu'au cas de l'IRIC. Et là où, par contre, je suis d'accord, on a un gros problème au Cameroun, on est tout le temps en train En fait, ce n'est que de la réaction. Ce ne sont jamais des actions. On réagit à des faits. Il y a un scandale, on va en reparler d'ailleurs avec le lycée de Nkwaban, mais il y a un scandale quelque part, il y a eu une catastrophe, un scandale, tout de suite,
on lance à ce moment-là une série de réactions qui ne sont pas toujours approprié, parce que ça doit faire partie d'une vision globale, d'un processus qui doit être mis en place, parfois sur des années, voire des décennies. Et je suis entièrement d'accord avec le SDF et le MRC sur le fait qu'il faut donner toute la lumière à cette histoire pour que ça ne se reproduise plus. Pas seulement à l'IRIC, mais à l'ENAM et dans toutes les sphères de l'État. Ce n'est quand même pas la première fois que ce type de situation arrive. Justement. On se souvient par exemple qu'en 2006, avec la faculté de médecine à l'université de Buea, il y en a qui ont perdu leur vie. Il y a récemment encore ces affaires autour des facultés de médecine, ces redistributions des écoles, des grandes écoles et autres instituts privés, des parents qui se sont plaints par la suite. On a également que plusieurs étudiants à Yaoundé en 2007 ont également vu apparaître leur nom et ont vu leur nom disparaître. Que faut-il faire pour régler ce problème? Mais justement, à qui incombe la responsabilité de ce type de les chasses aux sorcières, pour moi, il faut qu'il y ait des responsables. Il faut qu'il y ait un responsable, mais les chasses aux sorcières ne produisent pas souvent grand-chose quand on cherche le coupable. Si on le cherche pour le chercher, ça ne sert à rien. Par contre, comment est-ce qu'il peut y avoir autant de cas qui se reproduisent, on va dire, chaque année, tous les 2 ans, à plus ou moins grande portée, et que jusqu'à maintenant, on n'est pas capable, parce qu'il n'y a jamais de bilan. Moi, je reviendrai dessus. Ce sont des conclusions. Il n'y a jamais de bilan dans ce pays. Jamais. C'est-à-dire qu'il y a d'abord il y a un fait, il n'y a jamais d'action à la base. Il y a un fait, il y a une réaction. Après la réaction, on va aller pour on va dire, adoucir un peu la population. On va mettre en place, on va dire qu'on met en place une série qu'on va mettre en place une série de mesures pour que ça ne se reproduise plus. On va faire des états généraux et bla et bla et bla. Mais à la fin, on se demande qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est comme ça qu'un pays doit évoluer. Et ça, on ne le voit pas, on ne le voit jamais. Alors, Sandra Elong, que faut-il faire demain? Autant de tripatouillages quelque peu relevés par la presse, les années antérieures. On n'est pas non plus ceux qu'il n'y en aura pas les années prochaines. Mais que faut-il donc faire? Mais changer ce système. Il est pourri notre système. C'est la répétition des cas comme ceux que vous avez évoqués, justement, qui met, qui met en branle la presse, si on veut. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois, ce ne sont pas des cas isolés, ce sont des cas à répétition. Et vous allez me demander comment il faut faire pour que ça s'arrête. Mais il faut changer de système. Lorsque le ministre lui-même dit qu'il assume, mais écoutez, il fait une réaction, il fait une sortie, et on me demande si il devrait la faire ou pas. Moi, je ne vais pas aider le ministre à mentir. C'est dit, oui, je vais quand même exprimer. Et il s'exprime de quelle manière, avec quel ton? Je l'assume comme ça simplement. Alors qu'il y a des enfants qui sont franchement perturbés, qui ne savent pas. Mais on est en train d'encourager le népotisme. On est en train de dire aux jeunes, écoutez, si vous n'êtes pas socialement bien positionné, vous pouvez aller mourir. Hein. On n'en a rien à cirer. Comment un monsieur peut dire j'assume après un tel scandale? Et il faudrait l'aider à mentir. Est-ce qu'il y aurait eu autre chose à faire? Alors, Sylvie, quand même, pour sortir de ce sujet, vous qui êtes juriste, il y a quand même l'une des candidates et le ministre s'est quand même prononcé à ce sujet. La candidate qui était deuxième sur la liste et dont le nom a totalement disparu. Elle a déjà effectué quelques recours au niveau du ministre de l'Enseignement supérieur, entre autres, au niveau également du directeur de l'IRIC, le responsable de cet établissement. Les voies de recours, vous y croyez autour des notions qui ont été évoquées précédemment, de la méritocratie régionale, de l'équilibre régional? Non, je n'y crois pas vraiment parce que c'est pas le premier cas, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est pas le premier cas. C'est pas la première école. C'est pas la première école, ce sont pas les premiers recours que certains ont adressés peut-être auprès du juge administratif et consort, mais ces recours ne vont aboutir absolument nulle part. Parce que ce que nous avons constaté, c'est que lorsqu'il y a un scandale, il y a un fait comme cela dans notre société, il y a une période où, je peux dire une période d'excitation parce que certaines personnes, il y a des revendications, il y a des débats, il y a tout ce qui va suivre. Mais le problème, c'est que la suite, c'est quoi? On fait des recours, mais il n'y aura absolument pas de sanctions. Bien au contraire, ces jurys devaient être sanctionnés. Le ministre devait s'expliquer et pour moi, on devait réintégrer ces 6 personnes dont leurs noms ont été retranchés de la liste dans une nouvelle liste, c'est tout. Et certainement enlever aussi les noms de ces personnes qui ont été ajoutées dans la deuxième liste. Moi, je trouve que c'est simple. Moi, je pense que le problème au Cameroun, c'est qu'il y a les actions, mais il n'y a pas la suite.
On pouvait poser une action comme ça et essayer de regarder les coupables, essayer de réprimer ces coupables. Il y a des actions en justice pour cela. Ils doivent sévèrement être punis. Il y a des peines privatives de liberté pour ce genre d'actes. Ils devaient être arrêtés et emprisonnés. Moi, je trouve que c'est simple. On ne peut pas, dans un pays qui se veut sérieux, poser ce genre d'acte et se dire qu'on va sortir de là sans conséquence. Non, si on pose un acte qui est réprimé par la loi pénale, il faudra quelque part que les sanctions suivent. C'est ce que moi, je suis en train de dire. J'aimerais rapidement dire quelque chose. Je voulais dire rapidement. Les partis politiques qui se sont prennent la parole, si vous permettez. D'accord ? Allez, on va sortir de ce sujet. Juste en 30 secondes. Parce que ici, nous sommes assises et c'est le système qu'on critique et Madame Elong dit même il faut changer de système. Mais pourquoi est-ce que tous ceux qui savent que cela existe n'exercent-ils pas ce que j'appelle la veille critique? Pourquoi les partis politiques, MRC, SDF, sachant que cette discrimination existe, ce tripatouillage existe, ne s'organisent-ils pas dans ces établissements partout pour mettre la pression pour que cela ne soit plus, en attendant qu'on change de système? Pourquoi, au niveau de la veille médiatique, il n'y a pas une espèce d'interpellation permanente? Mais c'est ce que Maurice Kamto est en train de dire. C'est ce que Maurice Kamto est en train de dire. Justement, qu'il y ait une justice, justement, une allumette soit faite. Vous voulez que le rapport de force s'effectue comment? Naturellement. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que les gens viennent simplement s'égosiller sur un plateau. Parce que le combat pour changer le système, c'est pas juste la dénonciation tribunicienne. Ça commence aussi par là. La mise au point constant. Si on dénonce pas, on va pas changer. Lutte contre lutte, pied à pied, pour ne pas attendre qu'un scandale arrive, pour se rappeler que nous sommes dans un système scandaleux. Et je pense que ce qui manque dans le contrepoids, le contre-pouvoir pour éviter cela, c'est que ceux qui savent que ce n'est pas bon ne sont pas en permanence sur le terrain pour l'empêcher. Le rapport de force ne s'improvise pas. Il se gagne et se construit au fil du temps. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, on n'en est qu'à se scandaliser, s'énerver sur un plateau, alors que le combat, c'est sur le terrain, tous les jours et à chaque point. Pour finir sur cette question qui est injuste, que les pressions continuent, que les syndicats d'étudiants, d'enseignants, etc. continuent, de juristes, qu'ils ne lâchent pas prise, qu'ils n'aillent pas dormir, qu'ils n'attendent pas le prochain scandale pour venir s'asseoir à la télé pour dire c'est scandaleux. C'est ça. Sandrine, j'aimerais dire ceci. Les partis politiques, comme les autres formes de structures dans la société, ont également un œil sur ce qui se passe dans notre société. Ça se va de soi, justement, qu'on passe par la dénonciation. Alors, mais attendez, vous voulez changer les choses sans dénoncer? On se godifie pas sur les plateaux. Écoutez, vous savez, les journalistes, comme tous les journalistes, les médecins, les juristes, font partie de la société. Si vous avez des propositions à faire, on se rapproche justement des partis politiques et on les fait. On ne dit pas le rapport de force, comment on va le... Mais justement, on commence par la dénonciation, n'est-ce pas? On peut aussi reprocher au gouvernement de fabriquer ce système. Très bien. On n'est pas obligé d'indexer tout le temps les partis au pouvoir. Alors qu'ils seront au pouvoir, vous allez leur reprocher ce que vous voudrez. Mais maintenant, ils n'y sont pas. Ils peuvent d'abord commencer par dénoncer. Voilà. Alors, je vous propose... Mais justement, comme d'habitude, ce qui se passe dans le pays avec le gouvernement camerounais, ça ne change pas beaucoup. Que l'on dise, c'est Sandrine Elong, Suzanne Si vous avez des stratégies, vous faites pas de ces stratégies. Que nous y restons pour dire quand même un mot sur ce qui a dû se passer cette semaine du côté du lycée de Kouaban, où on a parlé de cette bousculade qui finalement entraînait des élèves dans des établissements hospitaliers. Alors Lydie, avec quoi vous avez suivi cette actualité-là? Comment vous réagissez à tout cela? Mais très mal, c'est très grave ce qui s'est passé. Encore heureux que finalement il n'y ait pas eu de mort. On parle de 73 blessés, ça aurait pu être bien plus grave. Ça fait beaucoup de peine, mais c'est quelque part cette cocotte minute qui était depuis en train de trépigner, qui est en train d'exploser de tous les côtés, parce que on entend parler. Bon là il y a le lycée de Nkwaban, à l'origine même de tout ça d'ailleurs. C'est pas juste une bousculade ou un problème d'indiscipline banale. C'est un problème qui a une vidéo pornographique qui a été qui a été emmené chez le proviseur. On parlait, je crois, c'était l'année dernière, au lycée classique de Bafoussam, d'une quarantaine d'élèves qui avaient été expulsés pour des histoires de vente de drogue, de pornographie, etc. Donc, tout comme on parlait de lyrique, il y a une sonnette d'alarme qui, depuis des années, dit il y a un gros problème. Il y a un gros problème à tous les niveaux. Il y a quoi? On va dire trois types d'intervenants autour de ça. Il y a d'abord les élèves.
Les élèves qui, aujourd'hui, effectivement, n'ont plus de repères, normalement, dans leur école, ils sont censés être chouchoutés, ils sont censés être rassurés, ils sont censés être valorisés. On est censé, puisqu'on est avec, excusez-moi, un disque dur qui est vide, leur donner une ligne, n'est-ce pas, de conduite, et leur donner les bases qui vont les apporter plus tard à avoir une profession et à contribuer à la société à leur tour. Donc là, ils sont complètement perdus, ils sont en pleine crise identitaire, parce qu'en plus, avec la venue des réseaux sociaux, de la télévision, où nous n'avons pas de comité parental qui exerce son rôle, et qu'à n'importe quelle heure de la journée, vous avez des scènes de nudité qui à la télévision, ils ont un problème identitaire, ils ne savent plus exactement où ils en sont. On a d'un autre côté les professeurs et le personnel encadrant qui fait partie en général soit de la fonction publique, soit dans les privés, qui a quelque part abandonné. Ce sont des personnes qui aujourd'hui sont surstressées. Vous avez 60 personnes, déjà logiquement. Un maître, je crois, ou un professeur doit avoir un enseignant, maître, ça dépend de l'endroit. 30, 50 personnes, en tout cas dans une école, c'est suffisant. 140 personnes que vous devez gérer avec des téléphones portables qui sonnent, avec l'indiscipline et sans aide totale. Quelque part, ils abandonnent. Ils abandonnent parce qu'ils ont des conditions de travail qui sont extrêmement difficiles, que le matériel n'est pas là, qu'ils ont des problèmes de salaire, ils ne savent même pas parfois, à un mois après la rentrée, finalement, dans quelle école ils vont se retrouver. C'est difficile. Et enfin, on a les parents. Donc les parents qui aujourd'hui, on va leur dire, la plupart du temps vous allez lire dans les journaux, les parents aujourd'hui ont abandonné. Mais je ne pense pas qu'un parent met un enfant au monde pour le laisser se balader dans la nature, faire n'importe quoi et revenir le soir, vous revenez le soir à la maison, on vous dit que votre enfant est en prison ou a été à l'origine d'une émeute au lycée. Si aujourd'hui ils abandonnent, d'abord premièrement ce n'est pas leur rôle à eux seuls de faire l'éducation de ces enfants passent les 2 tiers de la journée sans les parents, ils ne sont pas accompagnés, ils ont eux-mêmes d'énormes difficultés à joindre les deux bouts. Donc tous ces problèmes-là, moi comme je dis, il ne faut pas seulement regarder quel a été le souci ou de regarder l'action comme elle s'est passée, mais c'est de regarder tout ce qu'il y a au travers de tout ça. Et encore une fois, on tire la sonnette d'alarme, il est temps de commencer à travailler sur toutes ces problématiques qu'un tel cas relève. Alors voilà. Cela veut peut-être dire que la presse a beaucoup à faire là-dessus, c'est dans Kalalubé, beaucoup de choses. C'est pas seulement la presse. Moi, il y a un discours qui me dérange, c'est-à-dire le discours de la victimisation de ceux qui sont victimes. On est dans une situation de crise où vous dites, madame, que tous les repères sont foutus en l'air. On est dans une situation, on dit que le gouvernement ne fait rien. Et vous dites que les pauvres parents, les pauvres enseignants, ils sont dans de telles conditions que les pauvres enseignants. Non. Justement, l'enjeu aujourd'hui, ce qui s'est passé l'enjeu, c'est que chaque acteur qui prend la mesure du problème se dise « j'ai une part de la solution en m'engageant dans le combat ». Oui. Les parents, aujourd'hui, même si c'est dur, les enseignants, pareil, ne doivent pas abandonner. Parce que pour qu'un pouvoir vous cède du terrain, il faut que vous lui imposez un espace. Si vous laissez l'espace vous dominer, c'est-à-dire vous engloutir, alors la situation continue. Je suis d'accord dans le fond de l'analyse. On ne faisait que l'analyse. Pour moi, voilà. À un moment donné, franchement, ça fait 50 ans qu'on analyse. Mais la faiblesse aujourd'hui de la société camerounaise, c'est que les gens ne se disent pas, ok, c'est comme ça. Maintenant, je fais comment pour éviter que ça arrive dans tel ou tel établissement. Outre la dénonciation tribunicienne, il y a l'action. Dans tous les pays du monde, encore une fois, quand c'est dur comme ça, même les parents les plus pauvres imposent leur manière d'être, s'impliquent pour sauver. Je ne dis pas que c'est demain que ça va arriver. Je dis simplement qu'il y a un discours qu'il faut qu'on tienne aujourd'hui, qui fait que chacun est responsable et doit poser des actes. Alors la presse là-dedans, eh bien on a une quadruple responsabilité. Mais c'est vrai que c'est pas facile de changer la manière dont nous travaillons. Nous sommes nés, en fait la presse privée est née il y a 23 ans, avec comme fonction dénoncer. Encore dénoncer, toujours dénoncer et rien que dénoncer. Mais maintenant, à 23 ans après avoir dénoncé, on a un rôle à jouer qui propose des hypothèses de solutions. Pas comme les partis politiques, mais il y a ça qui s'est passé, mais il y a ça qui est possible. Il y a ça qui s'est passé, il y a ça dans tel pays, en Chine, en Asie, n'importe où. Quelque part un jour ça s'est passé, mais voilà comment. Informer du fait qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de fatalisme et qu'on n'est pas perdu, que dans les civilisations humaines, il y a des gens qui ont trouvé, eux, des solutions au type de problèmes qui nous sont posés. La presse a la responsabilité d'avoir un peu un sens de la prospective. Ça ne l'empêche pas de jouer son rôle critique. Mais c'est elle qui peut voyager,
faire voyager les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs, pour aller chercher des choses qui existent dans le monde, qui vous donnent confiance en l'humanité. Je pense qu'elle a cette responsabilité-là aujourd'hui. Alors, c'est finalement au nom de la discipline, a-t-on appris que nous sommes arrivés à un type de scénario. Il est possible de comprendre cela, Sandra et non, la discipline, ou bien le besoin de discipline dans un établissement scolaire, est-ce qu'il pourrait déboucher sur ce type de drame, presque? C'est possible, comme il peut également avoir des problèmes de fond, comme Lydie vient de le relever. Je pense que c'est un package. Ça veut dire qu'en même temps, qu'on peut très bien s'imaginer être dans une salle de classe avec, je sais pas, 100 élèves, je sais pas combien, et être confronté à ce genre de problème. Ça remet aussi en question les conditions, n'est-ce pas, de vie, si on veut, entre guillemets, dans nos établissements scolaires. Mais il y a aussi un autre problème que j'aimerais relever, c'est qu'au fond, ou bien pas au fond, la presse a relevé un certain nombre de situations à l'origine justement de cette soi-disant bousculade, parce que elle n'est pas, c'est pas une lecture univoque. On parle aussi d'un cahier de discipline qui aurait été à l'origine justement de ce problème. On parle pas seulement de vidéos, donc on n'a pas une lecture assez univoque sur ce problème-là. Je pense que dans les jours à venir, certainement on entendra toutes les parties, on saura véritablement ce qui s'est passé, parce que il paraît que les enfants auraient acheté un cahier de 100 pages alors qu'on leur a demandé un cahier de 200 pages. Cahier de 200 pages, nous sommes au 2e trimestre, pour un suivi, je ne sais pas à quoi est-ce que cela correspond. Donc, pour l'instant, moi, je n'étais pas de ce côté. C'est une banlieue quand même de Yaoundé à 50 km, je crois bien. C'est un peu tard pour tenter de rattraper les élèves. Si c'est ça le problème, parce que justement, je vous ai dit... que la presse a eu du mal à s'accorder sur les motifs réels effectivement, de cette bousculade. Alors, avant Lydie, juste un mot. Non, en fait, je voulais dire que je pense, après avoir lu, c'est un mélange de tous les faits, c'est-à-dire la vidéo pornographique a relancé les contrôles à l'entrée du lycée, et pour qu'il y ait ces contrôles-là, on leur a demandé de se présenter avec un cahier de discipline, et ce cahier devait faire 200 pages, faisait 100 pages. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a effectivement, dans la presse, ils offrent beaucoup de lecture des faits. Premièrement, effectivement, on aurait aimé avoir une déclaration aussi qui soit faite, un communiqué de presse qui établisse exactement qu'est-ce qui s'est passé. Ça, sinon, l'information ne serait pas en train de se dilapider de cette façon-là. Il y a aussi le fait... Sauf que le ministre des Enseignements secondaires, lui aussi, a réagi à travers un communiqué. Après que beaucoup de choses, effectivement, ont été dites autour... On peut aussi s'interroger, Sandrine, de savoir est-ce que, si jamais c'est un problème de discipline, de films pornographiques, etc. Comment est-ce que cela générerait le fait que 70, 73 élèves se retrouvent à l'école, je sais pas. À l'hôpital. À l'hôpital. Donc, je sais pas. Pour finir avec... Comment cela s'est passé jusqu'à aujourd'hui, je sais pas. Je crois qu'il y a même des parents qui ont demandé que la lumière soit faite sur cette histoire. Non, je voulais juste revenir sur l'intervention de Suzanne qui disait qui parlait d'analyse. Effectivement, on a, pour moi, en tout cas tout à l'heure, il était question il faut dresser une analyse, une analyse qui permet à sang-froid, ça je suis entièrement d'accord, de dénoncer, parce que sans dénonciation, comme disait Sandra, il n'y a rien qui va avancer. Une fois qu'il y a la dénonciation, là on commence à parler de solutions. Non, on commence à parler de solutions. Et là où moi j'en veux quelque part à la presse, c'est que la presse se délecte des lectures de faits, des scandales, etc. Mais maintenant, il y a aussi ce suivi, effectivement, où ils doivent s'imposer la même discipline et écrire autant de choses sur les solutions qui ont été mises en place et revenir de temps en temps sur le suivi. Et après le suivi, il y a encore le contrôle. Les solutions que la presse suggère ou bien oui, non, mais je veux dire que ce soit la presse qui ait donné des solutions, que ce soit les partis politiques. Une fois qu'on arrive à tout ça et qu'on arrive à les regrouper, c'est de dire voilà ce qui ressort de ce cas ou de ce qui s'est passé il y a un mois, et au fur et à mesure, de temps en temps, de revenir dessus, de ne pas attendre qu'il y ait un autre cas pour en parler dans les médias. Alors, voilà. pour faire le point, c'est pas la presse qui crée l'événement en même temps. Et pour sortir de ce sujet très rapidement, oui, on a autre chose à dire sur Belgique. Oui. Alors, c'est Sylvie Cobet. Pour vous, la responsabilité devrait donc incomber à qui? Aux responsables d'établissement, aux parents, aux élèves,
au système éducatif? Je pense que pour moi, il y a 3 personnes, il y a 3 entités qui gravitent autour de l'éducation d'un enfant. En premier lieu, les parents. Après les parents, c'est la cellule scolaire. Et puis, en deuxième lieu, le gouvernement, les médias et consorts. Moi, je pense que la responsabilité incombe à tous ces 3 acteurs. Pourquoi? Premièrement, parce qu'on va encore revenir sur la dénonciation et tout, mais les parents ont complètement, certains ont démissionné de leur rôle parental qui est celui d'élever, d'entretenir et de prendre soin de leurs enfants. Très peu le font. Mais ce n'est pas de leur faute, parce qu'on va le dire, il faut le relever ici. Pourquoi? Parce que l'état précaire dans lequel la majorité de la population vit aujourd'hui fait que certains sont obligés de laisser, de presque abandonner leurs enfants pour courir derrière un job, 2, 3 jobs, pour pouvoir comme ça subvenir aux besoins de leurs enfants. Ces enfants qui restent là et qui s'élèvent presque seuls. Deuxièmement, quand je vais revenir au niveau de la cellule scolaire, si on regarde l'état pléthorique dans lequel les enfants évoluent, ça ne laisse pas comme ça le soin aux enseignants de pouvoir surveiller en même temps un élève, 2 ou 3 élèves. C'est assez difficile. Et moi, je pense que comme proposition, je pense qu'on devait réintégrer dans le programme scolaire le programme qui parlait de la morale. C'est très important. Si on retrouve ça, c'est scandaleux qu'on retrouve dans une salle de classe, les élèves, ils doivent venir suivre les cours, qui sont en train de regarder un film pornographique. Ça, c'est scandaleux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus ces cours-là qui permettaient à ces élèves de savoir quels sont les droits, quels sont les devoirs, qu'est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux me comporter dans une société. Et également les médias. Les médias, pourquoi? Madame disait tout à l'heure, en pleine journée, on montre à tout le monde, aux enfants, vous êtes en train de visionner avec les enfants, vous voyez des films à la limite X, à 12h, 15h. Il faudra à un certain moment que les médias puissent se dire qu'ils ont aussi une responsabilité vis-à-vis des enfants. On ne peut pas, dans des tranches horaires qui ne respectent pas un certain canevas, de présenter en pleine journée un certain nombre de films, et tant qu'on sait qu'il y a les enfants qui sont derrière en train de suivre. Je pense qu'il y a la responsabilité de toutes ces personnes, de tous ces acteurs qui gravitent autour de l'éducation d'un enfant. Il est important de dire pour moi qu'on doit revenir à l'état où nous étions avant. Les parents doivent prendre les responsabilités, quitte à passer peut-être pas des cours de maintien, peut-être pas des services sociaux et consorts. C'est important de le dire. Un enfant qui est bien encadré, c'est un homme qui va produire énormément dans la société. On ne peut pas... J'ai une proposition. Parce que vous m'avez interrompu. Okay. Oui, parce qu'on ne peut pas avoir des enfants, faire des enfants et se dire que complètement se désengager et laisser ses enfants à la vadrouille et se dire que n'importe le premier passant va éduquer ses enfants. C'est d'abord premièrement notre responsabilité avant la responsabilité de qui que ce soit. Oui, j'ai une proposition. Parce que justement, quand on dénonce trop, on n'a plus l'imagination pour trouver des solutions. Moi, j'ai été dans 2 écoles au fin fond de Vous croyez peut-être en dénonçant, on trouve des solutions? Non, non. Quand on dénonce, ça dépend à partir de quelle valeur morale on dénonce. Un chrétien peut dénoncer l'avortement. Ça ne veut pas dire que l'avortement n'est pas juste. Donc, quand on dénonce seulement, on n'a pas d'alternative. Et c'est pour ça qu'on tourne en rond. Je suis allée dans 2 écoles, on m'avait invité comme ça, où les salles de classe étaient pleines de 70 à 100 enfants. Je ne souhaite pas que ça soit ça, mais j'ai demandé à ces enseignants comment vous vous y prenez. Parce que je suis arrivée dans une salle de classe où il y avait le calme, où il y avait peu de bruit, où il y avait des gosses impliqués. Ils m'ont raconté que quand ils se sont trouvés devant la situation dans laquelle ils étaient, plutôt que de baisser les bras et de se haïr toute leur vie, ils ont cherché à inventer comment contenir et comment permettre que les gens se développent. Donc ils ont introduit des activités physiques, des activités sportives, des activités, disons, d'engagement et de responsabilisation, et ils ne sont plus restés dans les cours de classe classique où on apprend à compter, à écrire, etc., pour désengorger. Ils ont mis en place des ateliers tournants, c'est-à-dire pendant que 20 élèves font l'histoire ou l'algèbre, les 20 autres sont en train peut-être de faire la cuisine, 20 autres, etc. Donc ils se sont adaptés à cet environnement pour pouvoir en sortir, pour pouvoir fabriquer maintenant des citoyens combatifs et pas simplement des gens qui sont en situation de démission. C'est ça que je propose. Je voulais juste dire que je regrette qu'on ne prenne pas plus de temps pour un sujet qui est aussi important, mais il y a quelque chose qui est important, moi, que j'aimerais vraiment dénoncer, et dans tout le Cameroun, pas seulement au niveau de l'école. Non, j'aime ce mot dénoncer, parce qu'il y a un problème, c'est toujours la répression. La répression, ici, elle commence à l'école, et c'est ce qui nous a emmené presque à ces émeutes-là, parce que je veux dire que si on avait mis en place un cadre de dialogue, d'explication même à ces enfants, sur comment tous leurs agissements et leur manque de discipline peut avoir un impact sur leur futur, je pense qu'on n'aurait pas besoin de sortir les bâtons et de les taper tout le temps et de repousser des portails. De 2,
On est dans une société qui est dans une mutation, pas seulement technologique, mais au niveau social, c'est incroyable. À mon âge, j'ai du mal à suivre. Tout le monde a du mal à suivre et à savoir finalement quels sont ses repères. Combien de fois plus des adolescents? Les adolescents, de tout temps, même dans un village, ils vont être perdus parce que c'est la nature des hormones. Mais maintenant, vous les mettez en manque de repères identitaires. On a besoin, on nie souvent ce problème en Afrique, oh, la psychologie, c'est les histoires des Blancs. On a besoin de psychologues, d'aide à la psychologie dans les écoles. On a besoin, juste même pour revoir les méthodes d'enseignement, pour voir les méthodes, revoir les méthodes d'anticipation qu'on peut avoir par rapport aux problèmes qu'il va y avoir, on a besoin de psychologues dans nos écoles aujourd'hui parce qu'on a de sérieux problèmes avec ce qui se passe, avec les mutations sociales. Voilà. Alors, et puisqu'on parle de mutations sociales, tout à l'heure on a évoqué la responsabilité des parents. Arrêtons-nous donc sur les femmes. Auraient-elles, elles aussi, quelque chose à voir dans l'éducation, la mauvaise éducation de leurs enfants? On va donc évoquer, pour sortir de cette émission, les travaux de Beijing 20 ans après, comment il est possible d'évaluer tout cela. Alors, Sylvie Okobe, est-ce que la presse a permis de comprendre les enjeux qu'il y a autour de la célébration de la Journée internationale de la femme? Oui, je pense que la presse a assez relayé les enjeux qu'il y a autour de la célébration de la femme. Ce que nous déplorons, c'est vrai que la plateforme de Beijing avait énoncé un certain nombre de mesures qui devaient être prises. Mais le problème, c'est que sur le terrain, on ne rencontre pas réellement une nette avancée parce que les femmes ne sont pas fortement représentées au niveau des sièges au Parlement. Il n'y a pas assez de femmes jusqu'à présent. Nous sommes en 2015. Il n'y a pas assez de femmes représentées sur les listes parlementaires. Il n'y a pas de femmes dans les postes clés au ministère. On aimerait bien, ça ne nous ferait pas du mal de voir une femme ministre de la Défense, Premier ministre et consort au niveau de la prise de décision. Les femmes sont toujours relayées à ces postes, moi je vais dire entre guillemets subalternes, affaires sociales et consorts. Moi j'aimerais qu'on dise quelque part, qu'on reconnaisse à la femme cette valeur en se disant qu'elle peut également exercer des postes à haute responsabilité au niveau de la prise de décision. Moi c'est le point essentiel. Alors, Sandra Elong, comment la presse aurait-elle pu, à sa façon, contribuer à davantage sensibiliser, même informer les unes et les autres sur les enjeux réels qu'il y a à discuter autour de ces travaux, de ce plan d'action mis sur pied à Beijing? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, la presse ne crée pas l'événement. Donc, c'est ce que nous faisons, c'est l'ensemble de ce qui est fait qui, justement, est relié. Mais il va de soi quand même que on pourrait justement essayer de faire une historicité de ce qui est des avancées, enfin une évaluation des avancées et justement des insuffisances qui sont les nôtres, enfin, qui sont justement celles des femmes. Mais par rapport à ce que la Jousse vient de dire, il y a beaucoup de choses. Ça signifie en fait que le combat, il continue. Ce n'est pas facile. Et qu'aujourd'hui, la représentativité des femmes, aujourd'hui, s'est quand même améliorée par rapport à jadis. Donc, pour moi, aujourd'hui, il y a de légers efforts qui sont manifestes. Il y a, au niveau de l'entrepreneuriat féminin, on remarque beaucoup de choses qui sont effectuées. C'est-à-dire dans de nombreuses structures qui regorgent des femmes, il y a beaucoup de choses. Mais il n'en demeure pas moins vrai quand même que ce n'est pas suffisant parce qu'il y a encore de nombreuses disparités aujourd'hui. On verra sans doute sur le plan de l'éducation, de la santé, de la politique même d'ailleurs, parce qu'on a longtemps revendiqué, on veut plus de femmes, de représentativité, et les gens se demandent aujourd'hui, mais elles sont donc là, il y a une nette évolution, qu'est-ce qui est fait? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé? Est-ce qu'il n'y en a pas? C'est cette évaluation peut-être que la presse aurait dû mettre aussi en exergue. C'est ça qui manque un tout petit peu, c'est-à-dire faire une lecture évaluative des avancées, mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai parcouru quelques journaux tout au long de la semaine et on a mis en exergue également, comment dire ça, tout ce qui a été entrepris au courant de cette semaine. Et quand on met tout ce qui a été entrepris au courant de la semaine, ça veut dire qu'on convoque justement les actrices de ces initiatives-là, qui rappellent aussi aux autres femmes que ce n'est pas uniquement autour de cette semaine que ces activités-là sont menées, elles sont menées aussi avant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que lorsque des femmes qui sont investies de cette mission-là, qui s'investissent au quotidien pour que l'entrepreneuriat féminin soit de plus en plus mis en exergue. Il ne faut pas croire que c'est seulement pendant la journée de la femme, mais il faut quand même rappeler aussi que c'est cette plateforme de visibilité qui permet justement de mettre en exergue justement ces actions-là. Mais on pourra aussi voir tout à l'heure, passe le temps de passer la parole à d'autres personnes, justement, qu'il y a énormément de soucis, que c'est pas ça.
on va voir au niveau de la santé, il y a encore beaucoup de femmes qui meurent par manque de suivi, parce que le plateau technique dans les hôpitaux, c'est pas ça. On va également voir que les coutumes sont toujours des moyens de résistance à l'épanouissement de la femme. On verra sans doute cela le temps que vous nous fassiez. Alors, Suzanne Kalalobe, la presse, aujourd'hui, autour de la Journée internationale de la femme, vous pensez que au niveau du traitement, on se contente de plus en plus de relayer, de s'appesantir sur les défilés, mais a-t-on pu comprendre, au-delà peut-être de Cameroun Tribune, a-t-on pu comprendre effectivement ce que la femme camerounaise devrait savoir des travaux qui ont eu lieu à Beijing il y a 20 ans? Non, pas du tout. Déjà, la presse est essentiellement dominée par le regard patriarcal et machiste sur les femmes, y compris la manière dont les femmes elles-mêmes se voient. Je lis ici un éditorial de Priscille Mouadougou. Quand j'ai lu l'éditorial, j'étais convaincue qu'il était signé de Xavier Messé. Vous voyez comment je suis. Je lis maintenant le nom. C'est une femme. Alors, la manière dont elle commence son éditorial, elle parle d'abord du fait que nous sommes dans les caniveaux après le défilé, du fait qu'on soulève les cabas, du fait que tout ce qui est négativement souligné par les hommes lors du défilé du 8 mars. Elle n'attaque pas sur le fameux Beijing 20 ans après, en rappelant ne serait-ce que les 12 fameux points critiques et voir comment on peut les évaluer au Cameroun. C'est une femme. Et toute la presse va faire ça, même Cameroun Tribune, qui va rester à la surface des choses, qui ne va pas aller plus loin. Pourquoi Cameroun Tribune n'iront pas plus loin? Parce que justement, il manque ces fameux relais. C'est ce que j'appelle cette veille critique dans notre société. Il y a beaucoup d'associations féminines, des féministes, des presses, etc. Mais il n'existe aucun observatoire vers lequel vous pouvez aller qui va vous dire voici là où nous en sommes et vous donner des statistiques pour dire si on a avancé ou pas en 20 ans. Avancé quantitativement et qualitativement. Donc il y a un vide, mais ce vide se retrouve pour l'ensemble des questions de société. C'est-à-dire on dénonce et puis on va dormir. Mais on ne crée pas des structures d'observation. Par exemple, il n'y a pas l'observatoire des résolutions de Beijing, comment est-ce qu'elles ont progressé. Il n'y a pas d'observatoire de ce que le Cameroun, depuis 1985 à aujourd'hui, a établi. On a bien fait le ministère de la Condition féminine, qui est devenu le MINPROF, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Aucune association de femmes, même aujourd'hui, ne serait à même de le dire, y compris les plus anciennes, comme la LVF ou la CAFEJ. Donc tous les acteurs font comme si ce comptage-là, c'est d'autres qui doivent le faire. Et ils ne l'imposent pas, y compris nous les femmes. Je peux dire que même moi, question genre, je me suis mise de côté, c'est-à-dire je ne suis plus militante au sens actif du terme. Je me contente de la position que j'ai. Donc je pense que nous sommes responsables, nous les femmes, de parole, de la manière dont on traite ces questions-là. Parce que nous-mêmes, nous ne faisons pas le lobbying qu'il faut dans les médias dans lesquels nous nous trouvons. Par exemple, on pourrait, ce que vous avez fait comme plateau, c'est bien, mais vous auriez pu le faire pour tout le mois de mars, de manière symbolique. Chaque dimanche de mars, ce sont les femmes qui sont sur le plateau. Chaque dimanche de mars, juste pour dire, c'est un clin d'œil, c'est symbolique. Et puis, pendant tout un mois, les programmes de télévision, les programmes de radio doivent être consacrés à des documentaires sur les différents secteurs, à des témoignages, oui, alors à des dénonciations, tout le mois de mars. Ça peut donner une idée à tout le monde, ça peut stimuler. Moi, je fais un programme à la radio, c'est pas concurrentiel, sur les femmes, ça s'appelle le mois des artisanes. Donc c'est les femmes dans la ville de Douala qui font des choses que personne ne connaît. Par exemple, j'ai découvert aujourd'hui, juste pour finir, j'ai découvert aujourd'hui en allant au défilé, des femmes qui jouaient de la clarinette dans la fanfare. J'ai continué à chercher, est-ce que vous savez la première femme qui joue de la clarinette et qui a été intégrée dans la fanfare de la ville de Douala? Est-ce que vous connaissez son nom? Non, pas du tout. Elle s'appelle Félicité Sadé, c'est-à-dire d'une famille de grands musiciens, et tout ça, c'est pas le hasard. Donc il y a des découvertes comme ça que l'on fait et que l'on pourrait continuer pour promouvoir les actions spécifiques des femmes d'exception qui vivent des vies ordinaires. Alors, Lydie Abeko, sur l'évaluation même à faire des travaux de Beijing, il y a quand même un certain nombre de secteurs qui semblent poser encore beaucoup de problèmes aux femmes qui s'y intéressent. Les violences faites aux femmes, le secteur de l'éducation, le secteur de la santé également. Qu'est-ce qui peut être fait pour que ces revendications, au fil des années, on est quand même, il y a eu 1995, nous sommes en 2015, 20 ans après, on aurait peut-être souhaité qu'il y ait un certain type d'amélioration. Comment vous percevez cela?
Mais en fait, si on doit faire une lecture qui est linéaire, honnêtement, il y a une grosse amélioration, il y a une nette progression, mais c'est une progression qui finalement est superficielle. Ça nous donne l'impression qu'il y a un avancement parce qu'il y a des manifestations, parce qu'il y a des plateaux débats, parce qu'on en parle pendant une semaine dans la presse, mais ça, j'appellerais ça donc l'avancée effectivement quantitative, mais au niveau qualitatif, il y a d'énormes problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de groupuscules d'actions qui sont faits à droite et à gauche, mais il n'y a effectivement pas un front commun, c'est-à-dire des séances de travail communes pour que chacun puisse voir non seulement comment est-ce que ça a évolué, comment est-ce qu'ils peuvent rallier leurs forces parfois autour des mêmes thématiques et s'entraider, parce qu'il y a par exemple des fonds qui sont donnés par les organismes internationaux pour le développement de la condition féminine à travers le monde, et il y a certaines de ces associations qui ne savent même pas où chercher des fonds pour pouvoir développer les actions qu'ils ont dans le monde rural. Par contre, maintenant, la lecture, honnêtement, que j'ai de cette fête de la femme au Cameroun, je trouve que parfois, elle est très loin de l'essence même de ce que c'est que la Journée internationale de la femme. Pas du tout, justement. Je viendrai tout à l'heure à l'essence. C'est très intéressant, ça m'intéresse. Oui, ça m'intéresserait. Moi, je la trouve... L'exultation, l'exutoire. Oui, je trouve que c'est à côté pour moi. C'est-à-dire qu'à un moment, on sort de l'essence même. Cette Journée internationale de la femme qui était censée donner une impulsion, n'est-ce pas, à la réclamation, ou on va dire, oui, à la réclamation, au droit de vote, aux revendications. Oui, on parle plus de réclamation parce qu'on est obligé de taper du poing sur la table. C'est une question de forme. Oui, c'est une question de forme, mais ce que je veux dire, c'est qu'une femme, c'est pas une femme pour une seule journée dans l'année. Et j'ai beaucoup de ce problème-là ici au Cameroun, où en fait, le focus de la femme ne commence que quelques jours avant. Non. Et oui, non, dans les médias et si on regarde en proportion par rapport aux autres actualités, la femme prend tout son pouvoir en fait à l'approche de la journée de la femme. Et une femme est une femme tous les jours. Autre chose encore, dans les mœurs et dans la société, c'est pour la journée de la femme qu'on va vous autoriser à aller acheter un pagne, faire un joli cabas, vous acheter une nouvelle perruque, faire la fête avec les copines, etc. Est-ce que c'est productif? Est-ce que c'est productif pour le rôle de la femme? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'une journée pour se réunir. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'une journée pour défiler dans la rue, pour réclamer tel ou tel droit. On peut le faire aussi le 26 novembre. On n'a pas besoin d'attendre le 8 mars. D'accord? Et puis moi, je vais fêter la fête des femmes au Cameroun. Le jour, je vais me demander si ma fille, par exemple, si un jour, ça peut arriver à n'importe qui, elle a une grossesse alors qu'elle est très jeune, est-ce qu'elle va avoir un endroit où elle va pouvoir parler à quelqu'un? Elle va pouvoir se faire, parce qu'elle n'a peut-être pas envie de me le dire, se faire soigner dans des conditions qui sont correctes. Quand ma voisine, qui est issue d'un mariage polygame, perd son mari, est-ce que je dois m'inquiéter pour elle? Est-ce qu'il y a des solutions qui sont proposées? Quand une femme est répudiée par son mari, qu'est-ce qu'elle fait de ses 4 ou de ses 5 enfants parce qu'il y a une nouvelle jeunette de 25 ans qui est arrivée? Il y a toutes ces questions-là. Le jour où j'ai l'impression qu'il y aura, n'est-ce pas, une avancée en termes de réponses et de solutions pour encadrer tout ce genre de problématiques, je vais sortir dans la rue, je vais boire ma bière, je serai contente. Alors, justement, c'est Sylvie Cobin, on va peut-être sortir par là. Vous qui vous intéressez au code civil, aujourd'hui, les avancées, est-ce qu'il y en a? Principalement dans le domaine qui me concerne, il n'y a vraiment pas d'avancée. Quand on regarde peut-être dans le code civil, dans le code pénal, ce sont les mêmes codes, les mêmes textes de loi que les juristes essayent comme ça, là, les associations des juristes essayent de lutter pour que ces textes de loi puissent être retranchés dans les différents codes. Quand on part peut-être dans le code civil, on va voir l'article 67 qui fait du mari le tuteur de sa femme, comme si cette dernière était une personne incapable. Lorsque vous êtes tuteur de quelqu'un, ça veut dire que c'est la personne pour qui vous êtes tuteur est incapable. Ça veut dire quelque part on reconnaît à la femme une place inférieure à celle de l'homme. Quand on part peut-être à l'article 506, l'article 1421, 1428, et qui dit ici que le mari est l'administrateur légal de tous les biens de la communauté conjugale, y compris les biens personnels de son épouse. Ça veut dire que cette dernière n'a plus la gestion personnelle de ses biens. C'est vrai qu'il y a un recours. Elle peut exercer un ensemble de recours si ce dernier dilapide les biens. Mais déjà, cet article fait comprendre à la femme qu'elle a une place subalterne vis-à-vis de l'homme. Lorsqu'on part dans le code pénal, on va voir l'article 306 ici. Cet article est assez aberrant puisqu'elle autorise comme ça le mari à être adultère, puisque le constat de son adultère doit être fait sous un certain nombre de conditions. Par contre, pour la femme, le constat d'adultère n'est fait avec soupçon. Avec soupçon. Il y a un certain nombre de conditions pour qu'on puisse donc constater
constater l'adultère d'un homme. Donc c'est un ensemble d'articles qu'on essaye d'enlever. Quand on part un peu plus loin, on va voir que les violences conjugales, les violences domestiques ne sont pas réprimées dans le code pénal. Si on part plus loin, on va voir l'article 296 du code pénal qui punit, le viol, qui est un crime, ce n'est même pas un délit, c'est un crime au Cameroun. Mais on regarde dans les foyers, il y a les femmes qui sont victimes des viols, les viols de la part de leur époux, mais elles ne peuvent pas, non pas cette capacité d'être en justice ou de porter plainte, parce que ce n'est pas codifié, on n'a pas codifié les violences domestiques, on n'a pas codifié les violences conjugales, et pourtant qu'il y a des femmes qui vivent encore ce genre de problème. On part encore plus loin, on va regarder peut-être dans nos us et coutumes, il y a encore des pratiques qui sont assez néfastes pour la femme. On va regarder peut-être des pratiques de veuvage, on va regarder peut-être les doutes, la dot qui est complètement, qui chosifie la femme, parce que lorsque on verse à votre époux une somme, lorsque votre époux verse à votre famille une somme faramineuse en guise de dot, vous êtes chosifié, vous êtes traité à même titre qu'un bétail ou bien qu'une chèvre et consort. Moi, je dis que c'est un ensemble de tests de loi, c'est un ensemble d'articles qui devraient normalement être retanchés dans nos codes pénaux, dans nos codes civils, puisque ça n'aide pas la femme, ça n'aide pas à l'épanouissement de la femme, ça n'aide pas à l'avancée de la femme. Oui, mais pas en allant des guerres et en défilant dans la madame. Mais il y a des femmes qui sont parlementaires. Il y a 20% des foyers, les femmes qui sont parlementaires. Bien entendu, mais il y a des femmes qui sont parlementaires. Il y a des femmes qui sont parlementaires et qui connaissent ce genre de problème. C'est sur ce genre de femmes qu'on compte pour pouvoir faire bouger les choses. On ne peut pas rester en avant-garde et se dire que les choses vont bouger si ces dernières qui sont devant et qui nous représentent ne font rien. Moi, je me dis que si elles ne font rien, ce qu'on doit faire, c'est les enlever, parce qu'il y a des choses qui doivent être faites et qui ne sont pas faites jusqu'à présent. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Oui, j'aimerais dire que ce que Mme Ekobede était en train d'énumérer comme problème ici montre justement le déficit législatif au Cameroun. On n'aura peut-être pas le temps de tout parcourir, parce qu'il y a également le droit coutumier. Il y a tellement de choses également qui résistent à l'épanouissement de la femme. Il est demandé ici qu'est-ce que les femmes font. Moi, j'ai eu la chance également de parcourir très aussi certaines structures comme les structures politiques, où justement, pas seulement au courant de cette semaine, mais au courant d'autres semaines. Peut-être que ce qui a été dit par Mme Kalouba montre également la faiblesse des communicateurs, des communicatrices, des médias aujourd'hui. Parce que justement, il y a eu toute une semaine qui a été mise en emphase afin que les femmes sachent qu'elles ont toujours eu justement ce poids électoral, ce poids dans la vie active, parce que par exemple le CPP en a fait mention justement au courant de cette semaine, où on est retourné justement dans la mobilisation féminine. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Peut-être que la faiblesse reviendra justement à la communication qui ne rendra pas visible tout ce qui est fait. Pour ne pas vulgariser les actions des femmes. De toutes les façons, on va retenir qu'il y a beaucoup de choses encore à dire. D'ailleurs, la conférence de Beijing, on va l'évaluer. Il y a une rencontre qui va s'ouvrir demain, qui va tenter de comprendre et de savoir si au niveau du Cameroun et même ailleurs, il y a eu des avancées pour ce qui est des secteurs de l'éducation, de la santé, des violences faites aux femmes, des conflits armés, de l'économie, les femmes dans les sphères de prise de décision, dans les mécanismes institutionnels aussi, autour des droits fondamentaux de la femme dans les médias, la femme, l'environnement, et même autour des jeunes filles mères. Merci à vous, très chères dames. Merci à vous, Suzanne Kalaloba. C'est une très bonne journée. Merci d'avoir été là. Merci également à vous, Sylvie Ekobé, pour toutes les explications. C'est moi qui vous remercie. Autour du droit pénal et autres choses que nous avons bien pu apprendre cet après-midi. Merci également à vous, Lydie Abeko, et bon retour chez vous. Merci aussi, Sandra Elor, pour nous avoir accepté. Merci à vous, et j'ai une pensée justement pour Vanessa Tchachou, pour beaucoup de femmes qui auraient perdu également leurs enfants dans les centres hospitaliers et des faits qui ne sont pas reliés. D'ailleurs, le CPP a eu l'opportunité justement d'ouvrir ce débat, mais vous connaissez l'interdiction qui a été la sienne. Avec les autorités administratives. Justement, pour ne pas rendre. Voilà, il y a aussi une action qui est faite par les femmes et qui n'est pas vulgarisée. Merci à vous, très chers, d'avoir été là ce dimanche. Merci également à vous, madame, monsieur, d'avoir suivi cette autre édition de Droit de réponse. On se retrouve dimanche prochain avec le même plaisir. Au revoir.